Donc bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui aux Imaginales en compagnie de Patrick Sénécal, auteur de Il y aura des morts aux éditions à lire. Donc bonjour, bienvenue aux Imaginales. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce roman, comment est-ce qu'il est né, comment vous avez eu l'envie de l'écrire? On parle de Alice. Il y aura des morts. Le dernier. Oui, le dernier, voyons. Alors, il y aura des morts. Ben, il y aura des morts, c'est, comment dire, ça vient d'une idée de faire un roman extrêmement ludique. Je voulais juste faire un roman très ludique, très, qui serait vraiment une histoire dans laquelle ce serait un non-stop pendant tout le roman. Les gens ne seraient pas capables d'arrêter. Et l'aspect ludique m'a amené à penser, et là je ne veux pas trop en dire, parce que si j'en dis trop, ça va être bon. Mais la première idée qui m'est apparue, c'est, j'ai imaginé, je ne sais pas pourquoi, moi j'ai peur de la mort, c'est peut-être pour ça que j'ai pensé à ça. Et d'ailleurs mon prochain roman va parler de ça, mais vous imaginez si quelqu'un venait me voir, il me disait, il venait m'annoncer que j'allais mourir. Ça va, Monsieur Sénécal, vous allez mourir. Et j'ai dit comment je réagirais, qu'est-ce que bon. Alors, le point de départ du roman, c'est ça. C'est quelqu'un qui vient annoncer à quelqu'un qui va mourir. Et c'est tout. Là, bon, là, j'ai pensé à plein de trucs après. Là, j'ai pensé à l'idée d'un jeu, de quelqu'un qui se retrouve malgré lui dans un jeu sur lequel il n'a aucun contrôle. Et j'ai voulu que ce soit comme un 24, vous savez la série 24, ou 24 heures chrono, oui. Où on est quasiment en temps réel tout le temps. Et donc le roman dure une trentaine d'heures et donc le lecteur est avec le type qui se sauve pendant 30 heures sans arrêt. Donc c'est un roman qui voulait être très essoufflant. Voilà, alors c'était le défi en fait. Court dans le temps, mais impossible d'arrêter de lire. Voilà. Donc le but c'est de presque lutter, d'aller plus vite que la mort pour y échapper. Enfin... Oui, et ça parle aussi, dans la même optique, ça parle aussi, bon, au-delà du côté ludique, au-delà du côté action, le côté trailer, le côté... Il y a aussi une espèce de comment dire, réflexion, c'est peut-être un peu fort, mais une espèce de discours sur le chaos, qui dirige nos vies. En fait, moi je suis convaincu qu'on ne contrôle pas grand-chose dans la vie. Et ce personnage-là va se rendre compte, en fait, effectivement, qu'il ne contrôle rien. Et que du jour au lendemain, il peut nous arriver des choses alors qu'on n'a pas mérité, lesquelles on n'a aucun contrôle. Donc il y a aussi cette espèce d'élément du chaos-là qui revient souvent dans le roman. Et le lecteur lui-même se retrouve dans cet élément chaotique-là parce qu'il est incapable de savoir ce qui va se passer. Et même à la fin du roman, je renvoie ce chaos-là au lecteur. Je ne sais pas de quelle manière, mais ce thème-là revient en fait tout le long. Vous pouvez nous parler un petit peu de votre héros. Donc vous avez construit plus ou moins l'intrigue comme un thriller. Oui, le héros, en fait moi j'ai pas vraiment de héros dans mes romans, j'ai des pauvres types qui se retrouvent pris dans des situations épouvantables et souvent ils vont être dans des situations qui vont faire surgir une partie sombre d'eux qu'ils ne connaissaient pas. Alors souvent, moi, le bon et le méchant, ils sont un peu dans la même personne. Bon, il y a des méchants, oui, mais le bon n'est jamais totalement bon, finalement. Alors lui, c'est un gars de 50 ans, dans une petite ville qui s'appelle Drummondville, une ville qui existe pour vrai au Québec, ma ville natale, en fait. Il est propriétaire d'un bar, mais un bar tranquille, un bar de quartier, là, pas un bar de motard et tout ça. Et on vient lui annoncer qu'il va mourir. Et lui, toute sa vie, il a fait les choses correctement. Bon, il est divorcé, mais ça va bien avec son ex. Il a un fils qui va très bien, il a des amis, bon. Et il se demande, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et au fur et à mesure, je voulais montrer que cet homme-là avait déjà eu une part d'ombre qu'il avait entrevue. Et à travers sa course effrénée, des flashbacks vont lui ramener un peu cette part d'ombre-là qu'il a déjà eue quand il était adolescent et qu'il va devoir refaire surgir pour survivre. En fait, il n'aura pas le choix d'aller chercher ce qu'il y a de pire en lui, alors qu'il voulait mettre ça de côté. Il voulait pas... Quand c'est arrivé, quand il était plus jeune, ce côté sombre-là, il s'est dit plus jamais, je ne veux plus que ça revienne en moi. Mais là, il va devoir aller repuiser dans sa noirceur pour survivre à ce qui lui arrive. Donc il fait une introspection, enfin, il va plonger en lui-même. Ouais. Et vous plongez vous-même, le lecteur, dans une sorte d'enquête, puisque vous allez laisser quelques indices pour que le lecteur découvre le meurtrier. Vous avez eu envie, dès le début, que les lecteurs participent, ou c'est venu en fait comme ça au fil de l'écriture? Non, je voulais qu'ils participent, mais l'aspect whodunit, l'aspect qui est parce qu'en fait mon héros doit découvrir
qui a commandé ma mort, qui veut ma mort. Alors oui, évidemment, bon, il y a une enquête un peu pour savoir qui a commandé cette mort-là, puis à la fin, ben, on l'apprend. J'espère que le lecteur ne le voyait pas venir, évidemment. Mais c'est pas le vrai, c'est pas le vrai but du roman. C'est presque un prétexte pour savoir qui a commandé sa mort. Le vrai but du roman, c'est ça, c'est comment survivre au chaos et comment les situations extrêmes peuvent nous amener à devenir nous-mêmes extrêmes. Alors en plus, oui, il y a le jeu avec le lecteur de savoir qui est le responsable, qui est le coupable, avez-vous deviné qui est le coupable? Oui, mais pour moi, le principal intérêt du roman n'était pas là. Si quelqu'un me dit « Ah, vous devinez c'était qui le coupable à la fin », ben, c'est pas très grave en fait, c'est pas l'essentiel. Ça me fait rebondir sur la prochaine question. Karl Mongeau, votre héros, doit affronter un véritable chaos pour sauver sa peau. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur et que c'était quelque chose qui vous faisait peur, que vous vouliez extérioriser? Il y avait plusieurs raisons. Oui, ben, je pense que chaque fois qu'on écrit un roman, en tout cas, je parle pour les auteurs de genre, là, je parle pour les auteurs de polar, d'horreur, de fantastique. Je pense que quelque part on extériorise des peurs. Je pense que c'est une manière. Ma blonde, en tout cas, qui est convaincue, vous savez, au Québec, les blondes, c'est nos copines. Oui. Même si elle est rousse. Ma blonde, ben oui, ma blonde, elle est psychologue. Alors évidemment, ça l'intrigue tout ça. Là. Ce que j'écris à tout ça, c'est mystérieux quand même que tout ça se passe dans la tête de mon chum. Fait qu'elle se dit, moi j'ai l'impression que tu écris des choses comme ça, Patrick, des choses aussi terribles. Parce que tu as l'impression, j'écris sur mes peurs, elle est convaincue que j'écris sur mes peurs et je crois qu'elle a plutôt raison. Et elle dit, pendant que tu écris là-dessus, tu as l'impression de les contrôler. Ça te donne l'illusion de les contrôler, d'avoir une certaine mainmise sur elles pour espérer mieux les affronter dans la vraie vie. Mais c'est une illusion. Mais on a besoin d'illusions. L'être humain a besoin de donner l'illusion de contrôler, l'illusion d'être le plus fort, l'impression de dominer sa vie, bon, tout ça. Et écrire des romans, je pense, sur des thèmes comme ceux-là, moi qui quelqu'un, j'ai peur de la mort, j'ai peur du chaos, et effectivement, c'est une façon de faire la paix avec ça un peu et de dire, ben, l'instant de roman, je vais être plus fort que ces peurs-là. Je vais être plus fort que la mort, je vais être plus fort que le chaos, parce que je vais faire une histoire dans laquelle je contrôle ça. Je suis le démiurge, je suis le dieu qui contrôle le destin de ces personnages. Et en même temps, ben, ce qui arrive dans mes romans, à mes personnages, sera toujours pire que ce qui va m'arriver à moi dans la vie, j'espère. Alors bon, on se console. On se dit, bah, au moins, ça ne sera jamais aussi pire pour moi. Donc finalement, vous lui en faites voir de toutes les couleurs. Il y a aussi un autre personnage qui revient quand même très régulièrement dans vos romans, c'est Michèle Beaulieu. C'est une héroïne que vous avez déjà fait apparaître dans Alice, oui. 51-50 rue des Arbres, oui. Et Le Vide. Ouais. Le Vide, elle a une toute petite apparition. Tout petit rôle. Ouais. Est-ce que vous avez prévu qu'elle revienne dans un nouveau roman Je ne sais pas, parce que le dernier qui est revenu, en fait, c'est mon roman Fin, F-A-I-M-S, où elle a quand même un rôle assez important. Donc, elle a quand même elle est dans 3 romans où elle a un rôle très important. Elle fait des courtes apparitions dans Le Vide, bon, des trucs comme ça. Même parfois on ne la reconnaît pas. Des fois mes lecteurs disent, est-ce que c'est elle? Oui, c'était elle. Non, c'est pas prévu. Chaque fois qu'elle est revenue, c'était un peu imprévu. Je ne veux pas tomber dans l'image romantique de l'auteur qui dit je ne contrôle rien, mes personnages décident de tout. Moi, ça me fait un peu rigoler ces choses-là. Je ne crois pas tellement à ça. On n'est pas des schizophrènes après tout. Quoique. On contrôle peut-être raison. Mais bon, elle réapparaît quand même de façon surprenante. C'est comme l'histoire. J'écris une histoire, je pense à mon histoire, je fais mon plan et tout à coup, je me dis, ah ben Michèle, le personnage, je dis, ah Michèle, elle fait très bien là-dedans. Je la vois bien dans cette histoire un peu glauque, un peu. Et ça me permet de découvrir aussi en même temps ce qui lui est arrivé dans les dernières années. Parce que la première fois c'est en 1994, après ça en 2000, et après ça en 2016. Donc elle vieillit. Et c'est intéressant d'avoir vieilli, et comme elle est complètement folle, ben, elle n'est pas folle, mais elle est très dangereuse, disons ça comme ça. Elle évolue elle aussi, puis elle a sa crise à quarantaine dans la fin, elle a 39 ans, elle trouve ça terrible. Donc c'est intéressant de voir comment son côté dangereux, sa folie, jusqu'à un certain point, évolue avec l'âge. Alors j'imagine qu'elle va revenir, mais je ne peux pas prévoir quand. Ça va être une histoire à un moment donné que je vais dire, ah, il faut que Michèle soit là-dedans. Peut-être que je vais la faire mourir un jour, je ne sais pas. Mais je sais que mes lecteurs aiment beaucoup quand Michèle revient. Ils aiment beaucoup suivre ce personnage-là qui est vraiment
une anti-héroïne complète et totale. Ah bah, si elle est dangereuse et complètement folle, on va peut-être finir par se demander si ça va pas être la prochaine meurtrière du prochain roman. Ouais, ben c'est rarement elle, la meurtrière principale. Elle a des rôles, elle est en périphérie. Elle est en périphérie, puis elle a une importance, mais c'est jamais elle la principale meurtrière. Michel ne va pas tuer pour le plaisir. Michel va tuer quelqu'un si quelqu'un l'emmerde, si quelqu'un est dans ses pattes, si quelqu'un l'empêche de progresser. Elle va pousser des obstacles comme des fichus de paille, comme des branches qui traînent sur le sol. Alors si c'est malheureusement un être humain, ben tant pis pour lui, elle va le pousser sans aucun remords. Alors elle ne peut pas être la tueuse principale d'un livre, mais elle peut avoir son rôle à jouer quand même. Pas de pitié donc. Pas de pitié, non. Donc au final, 3 de vos romans ont été aussi adaptés au cinéma, donc il y a 51-50 que des armes, Sur le seuil, Les 7 jours du Talion. Est-ce que vous avez déjà d'autres projets d'adaptation? Le cinéma au Québec, j'imagine que c'est comme ça partout, c'est extrêmement compliqué. C'est un cinéma subventionné par le Québec et par le Canada, puis il reçoit beaucoup de projets, il en finance très peu. Et en plus, au Québec, on n'a pas encore un grand historique encore de films d'horreur, de films fantastiques, de thrillers violents. On n'en a pas fait souvent, alors on est un peu méfiant, les institutions se méfient. Pourtant, les 3 films que j'ai écrits, c'est mes romans, tous les 3 ont eu des bons succès. Mais encore là, c'est difficile, ils trouvent ça, c'est violent, hein, c'est dur, c'est avec les fonds publics. On est un peu straight, comme on dit chez nous, on est un peu carré quand vient le temps de faire du cinéma. Alors oui, il y a des projets en ce moment, mais ça fait des années. Alors moi, je les laisse aller, ces projets-là, c'est pas moi qui scénarise de toute façon. Je dis aux réalisateurs, aux scénaristes, ben, bonne chance, tenez-moi au courant. Moi, pendant ce temps-là, j'écris mes romans. Alors peut-être que l'année prochaine, je vous dirai, ben oui, vraiment, le vide, ça va marcher, là. Et peut-être que je vous dirai, ben non, c'est tombé à l'eau. Alors, je ne sais pas. Mais c'est extrêmement long et je ne sais pas au Québec ceux qui ne font que des scénarios de films, ceux qui ne font que réaliser des films, je ne sais pas comment ils y arrivent. Ça va être extrêmement frustrant côté pour le créateur de se faire mettre des bâtons dans les roues comme ça et que ça soit si long avant d'aboutir. Je crois que c'est la même chose en France. Hein. Je crois que oui. J'ai déjà parlé avec des artistes français, ouais, je pense que c'est la même chose un peu partout. Et maintenant, vous travaillez sur un nouveau roman, vous avez déjà prévu quelque chose? C'est la première fois que, depuis 2009, c'est la première fois qu'au mois de mai, je ne suis pas en train de faire un roman. Normalement, moi j'en sors un par année normalement. Et normalement, au mois de mai, j'ai la moitié d'un manuscrit de fait. Là, je n'ai même pas commencé. J'ai eu une année de fou l'année passée, j'ai travaillé comme un dingue sur plusieurs projets. Et là, j'ai dit à mon éditeur, time out, j'ai besoin d'une pause. Je ne sortirai pas de roman cet automne et j'y arriverai pas. Ah, il a dit d'accord, c'est pas grave. Bon. Alors là, j'ai pris mon temps pour finaliser d'autres projets et pour penser à un roman que là, est dans ma tête beaucoup. Alors, je me suis donné jusqu'aux Imaginales, jusqu'à la fin des Imaginales pour y penser. Et de retour au Québec, je vais commencer mon plan. Mais dans ma tête, il est pas mal prêt. Et ça va être du fantastique. Ça fait quelques années que je n'ai pas fait de roman fantastique. J'ai fait du thriller horrifique, des trucs comme ça. Mais là, ça va être vraiment du fantastique et ça va traiter très particulièrement de ma peur de la mort. D'accord. Donc encore quelque chose sur la mort. Oui, mais plus personnel, plus métaphysique. Là. Et le fait de passer dans le genre fantastique, ça va vous aider en fait à en parler je de façon oui, plus parce personnelle. que pour parler de la peur de la mort et notre peur de qu'est-ce qu'il y a après ou est-ce qu'il y a quelque chose après, peut-être qu'il n'y a rien. Mais oui, le fantastique permet d'aller là et permet de ne pas y aller trop non plus parce que je ne veux pas proposer une hypothèse de bon, voici ce qu'il y a après la mort. En fait, j'ai peur de la mort parce que j'en sais rien. C'est ça qui me fait peur. Alors je veux jouer sur cette notion-là de j'en sais rien, mais aussi sur la peur de tous les possibles qu'il peut y avoir. Ben, je ne crois pas à l'enfer, je ne crois pas à cette truc-là. Mais la peur, le néant, c'est quelque chose d'assez terrifiant en fait. Alors, même si on s'en rendra pas compte, parce que c'est ce que le monde me dit, c'est pas grave Patrick, c'est le néant, tu t'en rendras pas compte. Oui, mais c'est pas grave, j'ai pas envie. Alors, donc, le fantastique permet d'explorer ces possibilités du néant-là et je vais l'utiliser pour ça. D'accord, bon bah on espère que l'écriture se passera bien. Oui, j'espère que ça va m'aider à apprivoiser mes peurs, justement. On espère aussi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions. Merci. Bon salon à vous. Oui, merci beaucoup.